T'as dit dans un podcast que tu voulais 10 gamins, est-ce que tu confirmes? Non, j'en veux plus. Mon grand-père, au Nigeria, il avait 3 femmes. Avec chacune des 3 femmes, il a fait environ 7 enfants. Donc au total, ça fait plus de 20. Ces 20 enfants derrière, ils ont fait des enfants et des enfants. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai centaines de cousins, sauf erreur. Et moi, mon objectif, c'est de le battre. Parce que dans la vie, tout est une compétition. T'as raison, gros. Et le truc avec cette compétition, c'est que mon grand-père, il part avec un gros désavantage. Lequel? Il est mort. Donc bon, ça va demander beaucoup de détermination, mais je pense que j'en suis capable. Non, sérieusement, je sais pas pourquoi. J'ai eu un déclic il y a quelques mois, je me suis toujours dit que j'aurais 3 enfants. Et en fait, je vois que des avantages à en avoir plus. Certes, ça prend du temps, de l'énergie, etc. Mais quand t'as les moyens, et si t'as les enfants au bon moment, et que du coup t'as le temps de t'en occuper, je pense que ça doit être tellement gratifiant d'avoir une grande famille et de les voir grandir, de les aider, et créer une petite équipe de foot, quoi. Pour nous savoir que quelqu'un vient de notre ville, fréquente une école qu'on connaît tous. Genre, c'était un kiff pour nous. Genre, Ouais, même pour nous, c'était un kiff. Ouais, et puis, en fait, je vais pas forcément utiliser mon expérience parce qu'il y a des gens avant moi à Lokossa, en fait, qui ont eu des mentions très bien dans les 10 premiers du Bénin, en fait. Mais je pense que ce que l'entourage et puis la ville ressentaient, ça a fait en sorte que après moi, il y a eu plusieurs premiers à Lokossa, en fait. Oui. Il y a eu, exactement. Donc, je pense que ça a défini un environnement où on pouvait cultiver le silence. Et puis ça, c'est quelque chose de plus important. Et juste pour rebondir sur ce qu'il dit, parce que je pense que c'est ultra important, c'est que je pense qu'il y a eu un volet complètement mental à cette histoire, par exemple, d'être premier du Bénin. Je le dis pourquoi. Moi, j'ai été le premier du Bénin au Collège catholique Notre-Dame de l'Eau de Porto-Novo. J'étais le premier dans l'histoire à le faire. Mais après ça, les quelques années qui ont suivi, je pense qu'il y en a eu quand même eu deux. Il y en a quand même eu deux en l'espace de maximum 5 ans. Donc, je pense que cette possibilité de voir qu'il y a quelqu'un qui est passé là, qui l'a fait, pour ceux qui suivent ça, ils se disent c'est possible. Et je pense que ça ouvre complètement la voie à l'excellence, à pouvoir repousser mentalement le fait. Parce que c'est comme ce que je disais, le premier trimestre de l'année, j'ai jamais pensé être premier du Bénin. Et si tu me demandais, j'allais me dire, bon, je sais que je suis bon académiquement, etc. Mais premier du Bénin, bon, je suis pas celui. Même moi, je ne voyais pas un premier du Bénin comme moi, honnêtement, pour être honnête. Je ne voyais pas. On va arriver à ça. Je ne voyais pas une personne comme moi. Moi, Cédric. Je ne suis pas issu d'une famille riche. Et mes parents se battaient chaque année pour me scolariser. Et c'est comme ça, vu la souffrance de mes parents, j'ai un groupe d'amis qui m'ont montré quelque chose. Et j'ai voulu essayer cette chose-là. C'était quoi cette chose? Ils m'ont appris à arnaquer les gens sur Internet. Ils vous ont appris à faire quoi? Ils m'ont appris à arnaquer les gens sur Internet. Le métier du hacking. Et dans les débuts, je le faisais pour me scolariser moi-même. Mais arrivé un moment, c'est devenu mon quotidien. C'est-à-dire, je ne le faisais plus pour payer mes cours, mais je le faisais pour avoir de l'argent. Et c'est comme ça, j'ai... Un vrai leader. Pas les personnes qu'on trouve dans les réseaux en disant je suis un leader, alors qu'ils ne font rien du tout. Un vrai leader, c'est d'abord quelqu'un qui se dit comment puis-je être utile aux autres. Il y a une belle citation de Martin Luther King qui dit que tout le monde peut être excellent parce que tout le monde peut servir. Et il insiste en disant que toutes les personnes qui passent leur vie à rendre quelque chose d'utile aux autres, l'abbé Pierre, bref, tous ces exemples qu'on a, il dit que toutes les découvertes qu'il a fait en discutant avec ces personnes, ces types de personnes, c'est que ce sont les personnes les plus heureuses du monde parce qu'ils passent leur vie à servir. Et pourquoi je te dis ça? C'est que dans ton histoire, il y a toujours ce parallèle. Il y a ce dénominateur commun qui est de servir. Exactement. Et c'est une qualité fondamentale des grands hommes et des grandes femmes. Maintenant, pour que tu comprennes la puissance de cela, c'est que quand tu décides de servir tout le temps ou quand tu veux servir, quand tu es obligé de servir tout le temps, très souvent tu vas t'oublier. C'est une excellente qualité. Et le vrai leader, c'est celui qui crée les conditions pour que les autres puissent en bénéficier. Et il est toujours ou elle est toujours la dernière à en bénéficier. Normalement, quand c'est un vrai leader, c'est comme le papa qui va dire qu'il n'a pas faim. Tout simplement parce qu'il sait qu'il n'y a pas assez de nourriture chez lui. Il est important que les enfants mangent d'abord à leur faim. Lui se débrouillera après.
ceux qui ont réussi dans la politique, quand je dis réussir dans la politique aussi, je fais la précision, c'est les personnes qui sont dans des postes à responsabilité, à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire que ce soit une mairie, que ce soit en tant que conseiller municipal, mais aussi comme ministre ou bien comme président de la République. Ils font rarement des retours vers les jeunes, soit en écrivant des livres, soit en faisant des conférences. On sait qu'il y a quelques présidents ou anciens présidents africains qui ont écrit des livres, leurs mémoires, mais ce n'est pas la chose du monde la plus partagée, surtout à des niveaux qui ne sont pas très élevés dans la politique. Et donc, il y a cette absence de mentorat. Mais encore une fois, l'impuissance à prise revient. Et il y a aussi le fait que les jeunes eux-mêmes et leurs familles ne vont pas vers ces personnes. Parce qu'un jeune qui veut apprendre peut apprendre facilement en allant faire le pied de grue chez un élu et lui dire « Ah, vraiment, grand frère ou grande sœur, je regarde votre parcours, je serais intéressé à savoir davantage sur comment vous avez fait. » Et t'essaieras. Tant que tu as de bons résultats, ça ne t'intéresse pas les parents. Mais le problème, c'est que quand tu veux, par exemple, participer à une compétition, il faut que tu doubles plus de temps de répétition, que tu sois plus présent. Ça veut dire que tu as moins de temps pour te consacrer au travail. Du coup, ta moyenne baisse. Et quand ta moyenne commence à baisser, c'est là que les parents commencent à dire que peut-être ta passion, bien ton hobby, fait le nuit à eux leur plan. C'est-à-dire de devoir évoluer à l'école. C'est là qu'ils commencent à mettre des restrictions. Mais ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, c'est possible que à l'école, tu ne comprennes rien, que tu n'arrives pas à essayer à l'école, mais que tu, quand même, sois bon dans un domaine comme par exemple la peinture. Voilà. Donc ça veut dire, si on doit associer forcément le fait qu'il faut que tu ramènes de bons résultats avant de faire ta passion, celui-là, par exemple, il ne va jamais goûter à sa passion parce que l'école ne l'intéresse tout simplement pas. Il y a des gens, c'est pas qu'ils sont bêtes, hein. C'est-à-dire l'école ne les intéresse tout simplement pas. Ils peuvent réfléchir, dans d'autres cas, ils sont bons, ils ont une bonne logique, mais quand il s'agit des cours, les apprendre et tout ça ne les motive pas du tout.